15 heures sur Télé Djibouti, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 20 juillet 2024. Inauguration de l'antenne régionale de la cellule d'écoute de l'UNFD dans la région de Dikil. Et selon la Cour internationale de justice, Israël doit mettre fin à son occupation des territoires palestiniens. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est attendu ce samedi à Accra, capitale du Ghana, où s'ouvrira demain, dimanche 21 juillet, le 6e sommet semestriel de coordination de l'Union africaine. Instauré en 2017, le sommet semestriel de coordination de l'Union africaine intervient tous les ans en remplacement au second sommet annuel que l'organisation panafricaine tenait autrefois au mois de juin et juillet. L'objectif principal de cette réunion, c'est de fournir à l'Union africaine un calendrier établi pour procéder à une véritable évaluation de l'état d'avancement des communautés économiques distinctes du continent par rapport aux objectifs définis, notamment en matière d'intégration. Ce sommet est l'occasion également de former des constats généraux sur l'aptitude des États et des communautés régionales d'Afrique à se conformer et à s'approprier les mécanismes et instruments continentaux et régionaux, notamment juridiques, administratifs, économiques et financiers. C'est pourquoi cette audience prendra les contours d'une plaidoirie en faveur d'une plus grande conformité des pays d'Afrique à la concession de la cotisation financière adoptée au profit de l'autonomie budgétaire et politique de l'Afrique. Cette assise servira également de plateforme de choix pour sonder les mesures consenties par les États et les communautés économiques d'Afrique en vue d'une mise en œuvre efficiente de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Adjoint cette année du thème Éduquer et former l'Afrique pour le 21e siècle, la 6e réunion semestrielle de l'Union africaine ne dérogera pas non plus au principe de faire l'apologie de la paix et de la sécurité dans le continent, préalable indispensable à son intégration et développement économique. Et dans le droit de fil de cet esprit, elle fera mention aussi de son attachement à l'alternance pacifique au pouvoir et non par le biais de coups de force. Il y a lieu d'alerter sur le fait que ce 6e sommet de coordination de l'Union africaine intervient à la foulée de l'intégration récente de l'organisation panafricaine au G20. C'est la raison pour laquelle les dirigeants africains entendent saisir l'occasion de cette assise pour échanger, débattre et peaufiner davantage les modalités stratégiques d'approche et d'action de l'organisation dans le cadre de son appartenance nouvelle au G20. Sous l'égide de son premier magistrat et président en exercice de l'IGAD, Ismaël Omar Guelleh, la République de Djibouti concourt à un rang majeur aux travaux de ce sommet de l'Union africaine. Et dans le premier dossier de cette édition, nous allons parler du caractère stratégique de la République de Djibouti. Nous mettrons en lumière l'importance stratégique du positionnement de Djibouti qui joue un rôle majeur sur la scène régionale et internationale grâce à sa situation géographique exceptionnelle. Située à l'entrée de la mer Rouge, l'un des passages maritimes les plus fréquentés au monde, Djibouti se positionne comme un centre vital pour le commerce international et le transport maritime. La suite dans cette séquence. Bienvenue dans le beau pays de Djibouti, un pays connu pour sa riche culture, ses paysages à couper le souffle et ses infrastructures impressionnantes. Situé dans la corne de l'Afrique, Djibouti est un petit pays aux grandes ambitions. Sa position est stratégique le long de la mer Rouge en a fait une porte d'entrée pour le commerce international et une plaque tournante pour la connectivité régionale. Djibouti s'enorgueille d'infrastructures de classe mondiale qui l'ont positionné comme un acteur clé de la logistique mondiale. Ces ports ultramodernes tels que le port de Djibouti servent de paracelle vital pour le marchandise circulant entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Le pays a beaucoup investi dans ses réseaux de transport, notamment dans des autoroutes modernes, des chemins de fer et un système de transport aérien en pleine expansion. Le chemin de fer Addis Abeba-Djibouti récemment construit a grandement facilité le commerce et la collectivité entre Djibouti et le pays voisin.
La capitale Djibouti, également nommée Djibouti, témoigne du développement urbain impressionnant du pays. Elle abrite des gratte-ciels modernes, des marchés animés et une scène culturelle vibrante. En outre, Djibouti est fier de son engagement en faveur des énergies renouvelables. Le pays a adopté l'énergie solaire, exploitant l'abondante lumière du soleil pour fournir une énergie propre et durable à ses habitants. Mais il n'y a pas que les infrastructures. Djibouti est un pays qui regorge de merveilles naturelles. Des paysages étranges du lac Assal, le point le plus bas d'Afrique, aux plages à couper le souffle le long du littoral. Djibouti offre aussi une expérience unique et inoubliable aux amoureux de la nature. Les infrastructures de Djibouti, associées à son hospitalité chaleureuse et à son riche patrimoine culturel, en font une destination idéale pour l'investissement, le tourisme et la collaboration. L'avenir est un prometteur pour Djibouti qui continue à se développer et à se prospérer sur la scène mondiale. Rejoignez-nous pour découvrir le merveille de Djibouti où les infrastructures modernes rencontrent la beauté naturelle. Djibouti, terre d'opportunités et des possibilités infinies. Et nous poursuivons avec ce communiqué qui nous est parvenu de l'Assemblée nationale. L'honorable Safia Elmi Jibril, première vice-présidente et présidente par intérim de l'Assemblée nationale, a adressé en son nom personnel et au nom de la représentation nationale ses vives et chaleureuses félicitations à la présidente Yael Braun-Pivet à la tête de la présidence de l'Assemblée nationale française. Et la vice-présidente de l'Assemblée nationale et présidente par intérim, l'honorable Safia Elmi, s'est exprimée en ces termes, je cite, « Profitant de cet événement, permettez-moi de vous affirmer tout simplement que votre victoire témoigne de la réussite de votre bilan qui mérite d'être considéré et apprécié à sa juste valeur. Aussi, je suis fort convaincu que grâce à votre solide expérience et votre engagement personnel sans réserve, cette noble institution que vous avez l'honneur de représenter jouera pleinement son rôle pour relever les défis mondiaux de plus en plus imprévisibles. Par conséquent, je tiens à vous affirmer que la représentation nationale de la République de Djibouti reste entièrement disposée à travailler en étroite collaboration avec votre auguste institution dans le renforcement de nos relations. Enfin, je ne saurais conclure mes propos sans vous réitérer tous mes voeux les plus sincères de réussite pour ce nouveau mandat. Fin de citation. Et nous poursuivons avec le second dossier de cette édition et nous allons revenir sur le chemin parcouru par la République de Djibouti depuis l'indépendance en 1977 jusqu'à nos jours. Regardez. Quatre décennies et 7 ans se sont écoulés depuis que la République de Djibouti a hissé son drapeau de l'indépendance, marquant ainsi le début d'un nouveau chapitre de son histoire. Depuis son indépendance, en 1977, doucement mais sûrement, le pays a connu des avancées notables dans divers domaines, notamment sur le plan économique et géopolitique. Le pays va amorcer une trajectoire définie par des stratégies visionnaires et des initiatives ambitieuses. Un cheminement inscrit dans des profondes mutations économiques, sociales et politiques, reflétant la volonté inébranlable du pays de se positionner comme un acteur clé sur la scène régionale et internationale. Djibouti, conscient de sa position géostratégique exceptionnelle au carrefour des grandes routes maritimes mondiales, et depuis déployer des efforts considérables pour devenir un hub logistique et commercial incontournable. La modernisation du port de Djibouti et le développement des zones franches industrielles illustrent cette ambition. Ces investissements massifs ont non seulement stimulé la croissance économique, mais ont également attiré des investisseurs étrangers, consolidant ainsi la place de Djibouti dans le commerce mondial. L'avenir de Djibouti reposera également sur une diversification économique cruciale, un engagement dans des projets d'énergie renouvelable comme l'énergie géothermique et solaire,
Le pays cherche à réduire sa dépendance aux importations d'énergie et à promouvoir un développement durable. Ces initiatives environnementales vont s'inscrire dans une vision plus large de développement durable, intégrant les principes de l'économie verte pour assurer une croissance respectueuse de l'environnement. Conscient que la véritable richesse d'une nation réside dans son peuple, Djibouti va entreprendre des réformes significatives dans les secteurs de l'éducation et de la formation professionnelle. L'objectif était clair, celui de doter les jeunes Djiboutiens des compétences nécessaires pour participer activement à une économie moderne et compétitive. En investissant dans l'éducation, Djibouti va poser les fondations d'une société innovante et résiliente, capable de s'adapter aux défis de demain. Sur le plan international, Djibouti va tirer parti de sa position stratégique pour jouer un rôle de premier plan dans les affaires régionales et mondiales. Cependant, Djibouti s'efforce également de maintenir un équilibre délicat entre souveraineté nationale et partenariats internationaux, assurant ainsi la stabilité et la sécurité nécessaires à son développement. Par ailleurs, l'édification d'une nation forte et unie repose sur l'inclusion sociale et la justice. Djibouti s'engage à améliorer les conditions de vie de tous ses citoyens en réduisant les inégalités et en favorisant la cohésion entre les différentes communautés ethniques et culturelles. Des politiques sociales axées sur la santé, le logement et la protection sociale sont mises en place pour garantir un avenir équitable et harmonieux pour tous. Aujourd'hui, Djibouti célèbre son 47e anniversaire de l'indépendance. Il est clair que le pays ne se contente pas de célébrer son passé. En amorçant la matrice de son avenir, Djibouti se projette avec détermination et confiance vers un futur marqué par la prospérité, la stabilité et l'innovation. Les efforts conjugués de développement économique, d'investissement dans capital humain, de diplomatie stratégique et la cohésion sociale constituent les piliers sur lesquels repose cette ambitieuse entreprise de construction nationale. Ainsi, Djibouti écrit un nouveau chapitre de son histoire, avec une vision claire et résolue de l'avenir qu'elle souhaite façonner pour ses citoyens et pour le monde. Et dans le reste de l'actualité, la région de Dikil a marqué une avancée significative dans la lutte contre les violences basées sur le genre avec l'inauguration de l'antenne régionale de l'UNFD pour la prise en charge des victimes en partenariat avec le projet USAID. Cet événement s'inscrit dans une initiative plus vaste visant à décentraliser les services de soutien dans les 5 régions du pays, témoignant de l'engagement fort envers la protection et le soutien des victimes de violences basées sur le genre. Les femmes des régions, longtemps obligées de se rendre vers la capitale pour recevoir de l'aide, bénéficieront désormais de services de soutien psychologique, médical, juridique et social à proximité. La réopérationnalisation des antennes régionales vise à pallier le manque de mécanismes locaux de prise en charge, facilitant ainsi l'accès à l'aide nécessaire et améliorant la fiabilité des diagnostics, notamment pour les violences sexuelles. L'ouverture de ces antennes régionales représente un pas crucial vers la décentralisation des services de prise en charge des victimes de VBG. Cette initiative rendue possible grâce au projet d'appui à l'engagement de la société civile de l'USAID est essentielle pour renforcer la protection et le soutien aux victimes. La collaboration de toutes les parties prenantes est cruciale pour garantir le succès de cette initiative et contribuer à la lutte contre les violences basées sur le genre dans toutes les régions du pays. Et suivons à présent les interventions des participants donc à cette cérémonie et à la réunion qui s'en est suivie. Secrétaire général de l'UNFD, c'est un honneur d'être aujourd'hui à Dikil, la ville de l'unité. Comme le président l'a mentionné tout à l'heure, USAID, Madame la secrétaire générale, a une relation très spéciale et très étroite avec la ville de Dikil et la ville de l'unité. Et je remercie au nom de USAID la population dikiloise pour leur accueil chaleureux à chaque fois qu'on vient dans la ville de Dikil. Donc aujourd'hui, c'est la 4e inauguration des bureaux régionaux de la cellule d'écoute de l'UNFD. C'est encore un honneur, Madame la secrétaire générale, d'être à vos côtés aujourd'hui pour ouvrir cette antenne dans la ville de Dikil pour, comme vous l'avez déjà mentionné, décentraliser, désengorger le traitement des cas de victimes de violences basées sur le genre au niveau local. Donc rapprocher les services qui existaient déjà dans la capitale à la population dikiloise.
Et c'est un honneur d'être à vos côtés, de travailler à vos côtés et de collaborer avec vous et s'assurer que les prochains mois qui viennent, nous puissions sensibiliser la population locale des Dikil, mais aussi des sous-localités, pour les informer du rôle de la cellule d'écoute et d'information. Alors cette cellule, il est très important de rappeler que cette cellule travaille étroitement avec plusieurs partenaires qui sont aujourd'hui représentés par le corps constitué, la police, la gendarmerie, le ministère de la Santé. Donc c'est une cellule qui va travailler main dans la main avec plusieurs institutions étatiques pour permettre aux victimes, les femmes, mais aussi les hommes, on parle souvent des femmes, mais il y a également des hommes qui sont victimes de violences, pour les accompagner dans le processus de traitement de leur dossier. Et de son côté, la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Fatouma Moussa Abdi, a exprimé ses remerciements et sa gratitude envers les habitants de la région de Dikil pour l'accueil et l'hospitalité qu'elle a reçue, ainsi que sa délégation depuis leur arrivée. Elle a précisé que Dikil constituait la 4e étape de la caravane de la délégation de l'UNFD, où l'antenne régionale de la cellule d'écoute a été inaugurée. La secrétaire générale de l'UNFD a souligné que cette initiative répondait à la demande des femmes des régions qui ont sollicité l'ouverture d'un bureau régional de cette cellule, ce qui leur évitera de devoir se rendre vers la capitale pour bénéficier des différents services de la cellule d'écoute de l'UNFD. L'équipe mobile de l'hôpital régional Dr Ahmed Absi Warsama de la ville d'Ali Sabieh se rendue ce week-end à la localité frontalière de Guélilé. L'objectif principal s'inscrit dans le cadre des recommandations du ministère de la Santé qui consiste à rapprocher les soins médicaux des populations vivant dans les localités rurales ou dans les secteurs, notamment dans la brousse, partout sur le territoire national. Une caravane médicale menée sur place par des professionnels en soins de santé de ce grand centre hospitalier, l'équipe de soignants comprenant un médecin généraliste, infirmier, nutritionniste, sage-femme et échographiste. L'idée étant bien sûr de s'inscrire dans l'objectif de rapprocher les soins médicaux de la population. L'accent a été mis sur les interventions en faveur de la mère et de l'enfant, particulièrement notables. Ces efforts visent à réduire la mortalité maternelle et infantile, à promouvoir des pratiques de santé préventives et à sensibiliser les familles sur l'importance de la nutrition et des vaccinations. Cette caravane est un modèle d'initiative communautaire réussie. Elle démontre l'impact positif de l'engagement des professionnels de santé, de la collaboration entre les autorités sanitaires et de l'implication active des communautés locales. Les porte-voix des habitants de Guélilé ont exprimé leur satisfaction à l'égard du personnel soignant et du directeur général de l'hôpital régional des régions du sud du pays. Sous l'égide du secrétariat d'État au sport, la sous-direction du centre de formation sportive du DAI a organisé ce week-end une journée omnisport riche en activités telles que football, pétanque et athlétisme. La journée a réuni plusieurs équipes des localités voisines, notamment de Guélilé, Itki, Randa et DAI lui-même, village organisateur. Cette initiative vise à promouvoir le sport dans les localités et garantir l'épanouissement des jeunes vacanciers. La journée a été marquée par la performance remarquable de l'équipe du DAI qui a brillé dans plusieurs discipline. Elle a remporté la première place dans la course de 5 km, affichant une supériorité athlétique indéniable. En football, l'équipe locale a également triomphé, décrochant la victoire lors de la finale du tournoi de football au tir au but face à l'équipe de Randa. Et la compétition de pétanque a vu la talentueuse équipe de la garde républicaine s'imposer face à celle des forces armées, montrant une maîtrise impressionnante du jeu. En revanche, en athlétisme, l'équipe des forces armées du Bouchen a pris sa revanche en montant sur le podium. L'événement a été rehaussé par la présence de plusieurs personnalités locales et régionales. Parmi elles, le directeur des régions par intérim, le chef du village de Daï, le chef du corps de la garde républicaine. Leur présence a souligné l'importance de cette journée dans le calendrier sportif du secrétariat d'État au sport et l'engagement des autorités locales à promouvoir le sport et les activités communautaires. Suivons à présent l'intervention des responsables et participants donc à cette journée. Une très belle journée
omnisport qui a été organisé par la sous-direction du Centre de formation et sportive du DAI. Et cet événement qui a regroupé et mobilisé beaucoup plus de jeunes s'inscrit bien sûr dans le cadre des activités sportives et l'organisation et les préparatifs des activités sportives d'été est un peu différent que les années précédentes. Suite à la politique et à la nouvelle politique du secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil, qui a voulu valoriser et considérer les localités les plus reculées et les chefs-lieux, qui a cette année donné plus d'engouement et plus de participation. Et il a mis en place une commission qui est chargée, cette commission qui est chargée non seulement de superviser le bon déroulement des activités, mais surtout d'accompagner et d'encourager les leaders et les responsables des associations qui organisent les activités sportives d'été chaque année. Sur ce, j'aimerais bien féliciter et remercier tous les leaders qui ne ménagent aucun effort pour l'organisation, pour le bon déroulement de ces activités et dans les régions. Enfin, fait divers pour clore l'actualité nationale dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de marchandises. Les éléments de la douane du secteur Arta, renforcés par la gendarmerie, ont intercepté hier un camion transportant une importante quantité de cannes de contrebande au niveau du PK51. Au cours de cette opération, les agents de la douane et de la gendarmerie ont réussi à intercepter environ 21 colis de 4 chacun en renfermant 100 paquets estimés à une valeur de 4 millions de nos francs. La saisie a été suivie d'une action immédiate sur le terrain où les produits saisis ont été incinérés, affirmant ainsi la détermination du pays à éradiquer ce fléau de manière décisive. Et pour sa part, le chef de l'équipe mobile des douanes, Suleiman Jama, a souligné que la poursuite contre ce trafic illicite des marchandises se poursuivra tous les jours. Et il a mis en garde les contrebandiers engagés sur ce fléau qui déstabilise l'économie nationale. En nouvelles du monde, à présent, la Cour internationale de justice demande à Israël de mettre fin à son occupation des territoires palestiniens dans les plus brefs délais. La plus haute juridiction des Nations Unies a rendu son avis consultatif sur les conséquences juridiques de l'occupation par Israël des territoires palestiniens. La CIJ invite notamment tous les États à ne pas reconnaître légalement l'existence d'Israël dans les territoires palestiniens occupés et de ne pas lui fournir d'assistance ou de soutien. La Cour affirme qu'Israël est en position de puissance occupante à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. En outre, pour les juges, les territoires palestiniens occupés constituent une unité territoriale unique et non des territoires séparés et fragmentés, et que les politiques d'implantation israéliennes dans les territoires occupés violent la Convention de Genève. La CIJ assure également que l'exploitation par Israël des ressources naturelles palestiniennes dans les territoires occupés viole le droit international, avant d'expliquer que l'intention d'Israël est de s'implanter de manière permanente dans les territoires occupés. Enfin, l'instance onusienne réaffirme qu'Israël n'a aucune souveraineté sur les territoires palestiniens occupés et qu'il doit indemniser tous les dommages résultant de ces pratiques injustes dans les territoires occupés. Et enfin, en sport, pour clore cette édition, à 14 ans, Kevin Sullivan bat le record de précocité en MLS. À 14 ans et 293 jours, Kevin Sullivan est devenu le plus jeune joueur à évoluer dans la Ligue nord-américaine. Le milieu de terrain est entré en jeu mercredi soir à la 85e minute de la rencontre contre le New England Revolution, un match remporté 5-1 par ses coéquipiers de Philadelphia Union. Même s'il n'a pas été décisif, Kevin Sullivan a battu le record de précocité en MLS précédemment établi par Freddie Adu, qui avait joué son premier match avec le DC United à 14 ans en 2004. Le footballeur américain a eu également l'occasion de jouer avec Quinn Sullivan, son frère aîné de 20 ans, qui a marqué un but au cours de cette rencontre. Kevin Sullivan est devenu le plus jeune joueur à évoluer dans l'une des principales ligues nord-américaines, tous sports confondus. Il ne devrait pas rester très longtemps en MLS, puisque le jeune milieu de terrain aurait déjà un accord pour rejoindre Manchester City à l'âge de 18 ans. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Télé Djibouti.